Oh. Bonjour. C'est quoi ce bruit là? C'est quoi ça? Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Bonjour MD Blues, bonjour Miss de Gouges. Mon coach favori. Oh, merci, c'est gentil. Merci, merci. J'espère que vous vous portez bien en ce jour assez symbolique pour ceux qui sont dans la culture chrétienne. Et du coup, j'avais envie de faire un sujet autour de ce thème-là, hein, de l'ascension. Parce que si vous ne le savez pas, moi je suis de la culture chrétienne. Donc, dans tous mes lives, il y a toujours un tout petit peu de référence à la culture chrétienne. Et aujourd'hui, évidemment, comme vous le savez, on va aussi, nous allons aussi nous élever. Hein. Nous allons nous décrasser, si je peux parler de ça comme ça. Parce que voilà. Alors pour ceux qui ne sont pas de la culture chrétienne, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui est un jour férié? C'est parce que nous fêtons dans la culture chrétienne, dans le calendrier chrétien, la fête de l'Ascension. C'est la fête en fait où en fait Jésus monte au ciel. Et indépendamment du message religieux, indépendamment de la symbolique spirituelle, c'est aussi un message et un symbole que nous devons aussi appliquer pour nous, pour notre vie amoureuse et pour les expériences que nous avons vécues dans le passé. Parce qu'il faut toujours prendre les choses avec de la hauteur. Il faut toujours s'élever, il faut toujours prendre le chemin de l'élévation. Parce que sinon, bah, tu restes dans la crasse, tu restes dans tes traumas, tu restes dans tes déceptions, et puis tu te laisses convaincre par la déception ambiante, la nullité ambiante. Pour ceux et celles qui ont écouté mon live d'hier soir, je parlais effectivement du drama, de l'épreuve que traverse cette coach que peut-être vous connaissez tous, qui s'appelle Liz, The Wizard Liz, sur les réseaux. Hein. Et c'est aussi un message qu'il faut prendre, comprendre et assimiler, dans le sens où, en fait, je disais hier que, indépendamment du côté calculateur qu'a fait cet homme, parce que ça a été un fin calculateur dans sa technique, hein, qui a traîné dans la boue cette femme, c'est aussi un message à réaliser, qui est qu'on est toujours attiré vers le bas par des personnes qui ne veulent pas notre bien et par des personnes qui voient notre lumière et qui voient en fait qu'on est tout là-haut, qui essaient de nous attirer à terre.
Et donc, après avoir constaté, traîner dans la boue, comme je l'ai fait hier, ben, il est peut-être temps aussi de s'élever un petit peu, parce que la particularité de l'être humain, et la particularité encore plus de nous qui sommes coachs, qui nous affichons sur les réseaux, c'est aussi le fait de toujours savoir que tout ce qui nous arrive arrive pour notre bien et pour notre plus grande protection, et donc de prendre les choses avec philosophie, malgré la déception, malgré la rage, malgré la colère. Mais d'un autre côté, est-ce que nous devons nous étonner et nous apitoyer de manière tragique sur ce cas qui n'est pas un cas isolé de beaucoup d'autres femmes qui n'ont peut-être pas autant de célébrité et d'audimat qu'elle, mais qui sont aussi traînés dans la boue par des hommes qui ne veulent pas leur bien parce qu'elles sont trop dangereuses. Et plus tu es dangereuse, plus ça veut dire en fait que tu es haute. Et plus on essaye de t'attirer vers le bas, plus tu dois t'élever, plus tu dois voir les choses avec philosophie, plus tu dois te détacher de la réalité humaine et rester fidèle à ta morale, à tes valeurs, à tes standards, et aussi, pour ceux et celles qui en pratiquent, à ta foi. Coucou Sarah, coucou Manon, comment traiter la colère du partenaire? Alors, pour traiter la colère du partenaire, il faut déjà savoir d'où est-ce qu'elle vient. Est-ce que c'est une colère qui est justifiée? Est-ce que c'est une colère aussi qui est une colère raisonnable? D'accord? Raisonnable dans le sens où est-ce que c'est une colère en fait qui vient... Est-ce que c'est une colère qui vient vraiment d'un comportement, d'une attitude qui est mature? D'accord? Ou est-ce que cette colère est en fait un besoin d'attention, un besoin de validation? Est-ce que c'est pas plutôt aussi une manipulation? Est-ce que ce n'est pas aussi plutôt une espèce de gaslighting? D'accord? Évidemment, il faut d'abord commencer par écouter ce que l'autre a à nous reprocher, à nous dire. Et il faut aussi effectivement faire preuve d'empathie, mais il faut aussi faire preuve de rationalité par rapport à cette colère. Est-ce que je suis en capacité, est-ce que je suis dans la possibilité aussi de répondre à ce besoin d'attention qu'a besoin l'autre? Parce que parfois la colère de l'autre est juste en fait une projection de lui-même. C'est lui qui ne se sent pas écouté, c'est lui qui ne se sent pas bien traité. Mais si toi, dans ton âme et conscience, tu sais et tu sens que tu as agi de manière correcte, tu dois effectivement comprendre que c'est peut-être l'autre qui est juste dans son ego. Et donc, tu ne dois pas répondre et réagir en affirmant ton ego. Tu dois laisser l'ego de l'autre juste s'exprimer et lui faire comprendre en fait qu'il est écouté et compris, mais sans forcément entrer dans une action où en fait au final tu vas rentrer dans une espèce de dépendance. D'accord? Donc d'abord écouter la colère de l'autre, savoir quelle est ta place par rapport à cette colère et savoir si c'est une colère qui est raisonnable ou c'est juste une colère qui est émotive, émotionnelle et centrée sur l'ego. D'accord? Souvent liée à une attente que l'autre devine ses besoins. Alors, si la colère de l'autre se base sur le fait qu'il estime que tu dois être en capacité d'être Merlin l'Enchanteur, de lire dans les âmes et les consciences, dans son âme et dans sa conscience pour anticiper, il y a deux chemins par rapport à ça. Il y a effectivement il y a une nécessité à à savoir effectivement à savoir anticiper les besoins de l'autre. Mais parfois, ça peut nous arriver, et même moi, de ne pas être en capacité en fait d'anticiper et de savoir les besoins de l'autre. Et donc, c'est à l'autre, plutôt que de s'énerver là et de commencer à crier, c'est à l'autre de dire ce qu'il ne veut pas. C'est à l'autre d'exiger
ce qu'il aimerait que tu fasses pour que cette chose qui l'énerve ne se reproduise plus. D'accord? Il ne faut pas juste penser que l'autre doit tout savoir et doit tout connaître parce que nous n'avons pas été élevés de la même manière, nous ne sommes pas là pour nous préoccuper des besoins de tout un chacun. Nous avons déjà nos besoins à nous. Donc, si la colère de l'autre se base sur le fait qu'il estime que tu dois anticiper ses besoins, bah, c'est à lui aussi de les communiquer. C'est à lui aussi de les dire. C'est à lui aussi d'anticiper aussi. Hein. Parce que si lui, il veut que tu anticipes, ben lui, il doit anticiper l'anticipation. D'accord? Et quand je dis qu'effectivement, il faut analyser la colère de l'autre, il faut également aussi, il faut aussi il faut aussi se rendre compte que effectivement, peut-être que les besoins de l'autre sont basés sur l'ego. Les besoins de l'autre sont aussi basés parfois par des traumas ou des schémas qui lui font mal et qu'il n'a pas envie de revivre, mais qu'il revit malheureusement. Donc c'est important de dire à l'autre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. D'accord? Après, attention à ne pas tomber dans le panneau d'un manipulateur ou d'une personne euh, qui exige des choses que lui-même n'est pas capable aussi d'anticiper. Parce qu'en général, une personne qui agit comme ça, c'est une personne en fait qui veut que toi, tu te casses les méninges pour lui, mais qui n'est jamais en capacité de casser ses propres méninges pour toi. Donc voilà. Hello, as-tu des conseils pour le travail? Des conseils pour le travail, c'est-à-dire, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Parce que des conseils pour le travail, qu'est-ce que tu veux comme conseil? Dans quel contexte? Quel est le conseil que tu souhaites dans le domaine du travail? Donc, par rapport à quelle optique? Je viens de commencer un nouveau boulot et j'appréhende. Tu appréhendes quoi plus précisément? Tu appréhendes tes compétences ou tu appréhendes l'ambiance de l'entreprise en te demandant est-ce que tu es vraiment fait pour travailler au milieu de ces gens? Qu'est-ce que tu appréhendes plus précisément? N'hésitez pas à tapoter sur l'écran s'il vous plaît. On ne peut pas tout appréhender dans un travail. Il y a forcément un sujet, il y a forcément une notion qui te semble un peu floue. Et voilà, surtout le regard des gens. Tes conseils et tes vidéos sont d'une grande qualité. Merci pour nous tous. Le meilleur à toi. Merci Manon. Merci Manon. Le regard des gens. Alors, si tu appréhendes le regard des gens, tu dois sûrement être dans une position du syndrome de l'imposteur. Donc, ça veut dire en fait que tu ne te sens pas compétent, tu te sens en fait promu à un poste qui peut-être ne te semble pas digne pour toi. Donc si tu appréhendes en fait le regard des gens et donc tes compétences, c'est que en fait peut-être tu ne te fais pas peut-être suffisamment confiance. Quand on travaille, il ne faut pas se dire qu'on doit être parfait. La perfection n'existe pas. Surtout quand si tu commences un nouveau travail, tu vas et tu dois forcément passer par une phase d'apprentissage de nouveaux process, une phase d'apprentissage de réflexion aussi intellectuelle. Et donc, plutôt que d'appréhender en fait ta nouvelle position, tu devrais être confiant que déjà, si tu as été promu à ce poste, si tu as été embauché, c'est que tes compétences théoriques
et tes compétences aussi en termes d'expérience ont déjà été suffisants. D'accord? Et que ta phase d'apprentissage là est une phase d'apprentissage normale. Même un nouveau directeur, même un nouveau PDG, quand il arrive dans une nouvelle boîte, il est en apprentissage. La vie est un perpétuel apprentissage. Même, je sais pas moi, même le nouveau pape, par exemple, il n'a pas été pape avant. Il est en phase d'apprentissage. C'est un nouveau poste pour lui. Il exerce une nouvelle fonction qui fait en fait qu'il est obligé en fait d'avoir une vision qui est plus globale. Et c'est vraiment global parce qu'il s'occupe de l'humanité tout entière. Donc toi, dans ton nouveau poste, tu es un peu dans cette même position. Tu n'as plus la même vision qu'avant, donc tu seras obligé en fait d'entrer pendant des semaines, des mois, même pendant même un an, dans une phase d'apprentissage. Et donc, si tu te sais en apprentissage, tu dois effectivement être dans une confiance que ton poste, en fait, pour toi, ne doit pas t'empêcher, en fait, d'être sûr de ce que tu fais, parce que ce que tu fais est dans ce que tu es. En fait, j'ai l'impression que l'encadrement est malveillant alors qu'on est censé être dans un cadre bienveillant. Alors, voilà, donc c'est pas juste c'était pas juste une appréhension par rapport au poste, c'est une appréhension par rapport en fait à ton cadre de travail. Alors, le cadre de travail dans lequel tu es n'est pas censé influencer ta sûreté mentale, ta santé mentale. D'accord? C'est toi qui dois plutôt te voir comme une personne qui va changer et influencer le changement de ce cadre. Ce n'est pas l'extérieur qui doit dicter ton travail, ce n'est pas l'environnement extérieur qui doit dicter comment est-ce que tu dois exercer ta profession. Et ça doit forcément partir d'un état sécure. D'accord? C'est toi qui réponds ou pas à ce cadre malveillant. Plus tu réponds positivement à la malveillance, plus tu donneras raison. Mais si tu te positionnes comme un bouclier, hein, si tu ne te laisses pas influencer par l'ambiance, si tu sais aussi te protéger, tu trouveras en fait et tu sauras influencer aussi les autres. Non pas dans la violence, mais dans l'affirmation de certaines limites. D'accord? Et si ces limites-là ne sont pas respectées, tu seras dans ton droit entier de partir. Alors moi, je ne suis pas un coach en travail, hein, dans le monde professionnel, mais je pense qu'effectivement, si tu veux apprendre à te protéger au travail, bah, tu dois déjà savoir répondre positivement à la critique, savoir répondre positivement au commérage, savoir répondre positivement aussi au blocage. Hein. Plutôt que de répondre de manière énervée, plutôt que de répondre de manière outrée aux moqueries, au blocage professionnel, tu dois plutôt faire appel à la cohésion de groupe en appelant les autres ou en montrant par ton exemple que tu n'es pas là juste pour le travail, mais que tu es là aussi et que eux aussi, ils sont là pour qu'on avance, pour que vous puissiez avancer, pour que la société avance et pour que les objectifs soient atteints. Et après, encore une fois, RH, hein, il y a le service RH qui est là pour ça, pour recadrer les comportements déviants. D'accord? Il ne faut pas aussi s'isoler. Hein. Parce qu'au travail, on a toujours cette fâcheuse tendance à vouloir s'isoler. Alors qu'il faut aller au contraire vers les supérieurs, il faut aller vers les collègues, il faut aussi parfois confronter. En confrontant la personne qui nous fait du mal, qui vous fait du mal, vous appelez et vous rappelez aussi la cohésion de groupe parce que une personne qui va se positionner à juste titre en tant que victime, elle va forcément aussi faire appel à l'empathie des autres, même de ceux qui lui font du mal, parce que tu vas leur rappeler que ça aurait pu être aussi leur place à eux, à la place de la tienne.
Donc, qu'en est-il de l'ascension dans laquelle nous sommes? D'accord? Qu'en est-il de l'ascension dans laquelle nous sommes? Hier, j'avais dit que... j'avais dit dans un exemple qui se voulait un peu chrétien, après la passion, il y a toujours l'ascension. Après l'épreuve, il y a toujours la récompense. Après la tristesse, il y a toujours la joie. Après la maladie, il y a toujours la rémission. D'accord? Et donc, dans le cadre dans lequel nous sommes, il est important aussi de se rappeler que les épreuves qu'on traverse, les épreuves que tu vas traverser, parce que ta vie sera toujours semée d'embûches, c'est un fait, c'est comme ça, on ne le choisit pas, ne doit pas être vécue juste avec de la tristesse, avec de l'effroi ou avec un sentiment d'impuissance. Parce que tout ce qui t'arrive dans ta vie, ce n'est pas juste pour t'arriver dans ta vie, c'est pour te permettre en fait de t'élever. Et donc ton ascension est en fait une décision personnelle. Ce n'est pas, ce n'est pas les épreuves qui décident si tu dois t'élever ou pas. C'est toi qui dois décider si tu dois t'élever par rapport aux épreuves, par rapport aux embûches, par rapport aux déceptions qui encadrent et qui jalonneront tout le reste de ta vie. D'accord? C'est une décision personnelle. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une décision personnelle? C'est parce que beaucoup de personnes oublient qu'ils sont en capacité en fait de choisir quel chemin prendre, de choisir la direction à prendre dans leur vie, de choisir en fait si ils sont ce qu'ils méritent. Voilà. Beaucoup d'entre nous, nous oublions que nous avons le choix de choisir. Nous avons ce qu'on appelle le libre arbitre. Nous avons la conscience de la conscience. Nous avons aussi l'esprit critique. Parce que beaucoup de personnes se laissent enchaîner dans des situations, se laissent enchaîner dans des schémas, parce qu'ils refusent d'avoir un esprit critique sur l'événement, sur les événements qui jalonnent leur existence. Et donc, c'est important de se le rappeler, c'est important en fait de tout simplement se dire, mais est-ce que l'intérêt, l'attention que je donne à cette situation, à cette personne, à cette épreuve, en vaut vraiment la peine? Est-ce que mon attention n'est pas plutôt en train de nourrir négativement cette situation que je devrais plutôt ignorer, que je devrais plutôt, ou je devrais plutôt me détacher de donner de l'énergie à cette situation pour décider en fait que mon attention doit être ailleurs, doit être en dehors du schéma, en dehors de l'épreuve, en dehors de la dynamique parfois toxique que je suis aussi en train de nourrir par l'attention, par la réponse, les réponses, l'investissement émotionnel aussi que je donne. Et c'est là où tu commences à t'élever. L'élévation est un choix personnel. L'élévation est une décision personnelle. L'élévation est une évidence qu'il faut choisir pour soi et aussi pour les autres, parce que si toi tu ne t'élèves pas, tu n'élèves aussi personne. Si toi tu ne décides pas aussi de te sortir de cette situation, excusez-moi du terme, mais de merde, ben tu donnes aussi l'occasion et tu justifies aussi à l'autre personne, aux autres personnes, qu'effectivement ils devraient aussi continuer de nourrir cette situation qui n'en vaut pas la peine. L'élévation, l'ascension personnelle est une décision qu'il faut toujours avoir parce que tu as le choix. Il ne faut pas oublier que il ne faut pas oublier en fait que l'attention que tu donnes à cette chose, l'importance que tu donnes à cette chose nourrit cette chose. Mais quand tu commences à
la traiter avec de la distance, quand tu commences à la traiter avec de l'indifférence, quand tu commences à la traiter comme si elle était déjà vaincue, elle va finir par s'auto-détruire parce que tu ne la nourris plus. C'est un peu comme des personnes qui sont dans une phase de traitement de maladie, dans une phase de traitement parfois même de cancer ou de choses comme ça. On prend conscience en fait que indépendamment du traitement, tu dois aussi être dans un état mental où tu t'élèves à cette situation, où tu prends le dessus sur ta maladie, où tu prends le dessus sur ceux qui essaient de te mettre à terre. Et c'est la même chose qu'il faut adopter dans ta vie, c'est la même chose qu'il faut adopter dans quoi? Dans ta vie amoureuse. Il faut toujours prendre l'ascenseur, hein, parce que ascension, ça vient du latin, bon désolé je fais un peu le prof de latin, mais voilà, ça vient du latin ascendere qui veut dire s'élever, prendre l'ascenseur. L'ascenseur c'est ce qui nous élève pour aller dans des étages, dans des domaines, dans des réalités plus intéressantes plutôt que de rester au fin fond du puits là. Parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, vous restez au fin fond du puits. Vous restez dans le fin fond du trou, hein, dans le gouffre. C'est pas pour rien que, par exemple, pour traiter la dépression, on donne des médicaments que nous connaissons tous, qu'on appelle des antidépresseurs. Ce sont en fait des boosters de quoi? De sécrétion de sérotonine, de sécrétion d'endorphine, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas médecin, mais c'est pour nous sortir mentalement d'un manque de sécrétion d'hormones, de joie, d'amour, de plénitude, parce que la personne a oublié qu'elle était en capacité de les produire elle-même, naturellement, et donc on donne des médicaments pour lui permettre, pour la forcer à sortir de cet état où elle est au fond du trou, au fond du gouffre. Et donc l'image de l'ascension que l'on a aujourd'hui par cette fête religieuse, c'est pas juste la fête religieuse dans la symbolique, c'est aussi un message, hein, même si tu n'es pas chrétienne, même si tu n'es pas chrétien, même si pour toi la religion c'est... voilà, ce sont des messages qui nous invitent à reproduire la même chose, qui nous invitent à imiter la même chose. Le Christ, parce qu'on parle religion aussi un petit peu, hein, dans l'amour, c'est pas juste un concept humain, c'est aussi spirituel. Le Christ, il l'a dit dans la Bible, je ne sais plus dans quelle partie de la Bible, mais il le dit, prenez, enfin il ne l'a pas dit comme ça, je paraphrase, mais il dit, les exemples des actions que j'ai faites, vous aussi, vous serez en capacité de les faire et même de faire plus que ce que moi j'ai fait. Pour ceux qui connaissent la Bible, souvenez-vous du moment où en fait Jésus a commencé à marcher sur l'eau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas juste marché sur l'eau en disant « Regardez-moi, je suis le meilleur ». Non, non, il a invité Pierre à faire la même chose. Et qu'est-ce que Pierre a commencé à faire? Il avait commencé aussi à faire la même chose. Mais à cause de son manque de foi, il a commencé à couler. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? « Homme de peu de foi ». C'est pour ça que je vous ai dit en début de ce live que l'ascension est une décision personnelle. C'est vous qui décidez si vous êtes en capacité de prendre l'ascenseur aussi, de sortir du trou, de sortir de la crasse. Parce que beaucoup d'entre nous, on se complaît dans notre propre merde. Beaucoup d'entre vous, vous plaisez dans votre propre merde. Tu te complais dans ta propre mierda. Donc, il est peut-être temps pour toi de te décider, en fait, à peut-être sortir. Hein? Parce que je pense que ça pue, là. Non? Ça pue pas? C'est pas... Il est peut-être temps aussi de sortir de tes propres prisons mentales, de tes propres... de tes propres... voilà. Il est peut-être temps aussi... Merci pour le cadeau. Merci pour le cadeau Happy Day. Il est peut-être temps de te sortir aussi de tes propres croyances limitantes là. Hein? Il est peut-être temps aussi d'arrêter de voir la situation que tu vis comme une prison.
ce n'est qu'une étape de ta vie. Et cette étape, elle n'est possible. Il est possible pour toi de t'en sortir si tu décides de prendre de la hauteur. D'arrêter de considérer cette chose comme un problème, mais de voir que dans ce problème, il y a aussi la solution. Et c'est ton attitude par rapport à ce problème qui va te donner la solution. Plutôt que de rester là en te disant « Oh non, je ne sais pas quoi faire, oh non, non, non. Oh non, il m'a trompé, je suis une femme brisée, je ne sais plus quoi faire. » Mais pourquoi tu continues à le considérer déjà, cet homme ? Pourquoi est-ce que déjà tu es en train de te plaindre de l'action d'un homme ? Ce n'est qu'un homme. Il n'est pas parfait. Plutôt que de considérer son action, demande-toi qu'est-ce que ferait ta meilleure version de toi. Demande-toi ce que ton meilleur toi ferait dans une situation comme celle-ci. Et en général, on a la réponse. On passerait à autre chose, on se recentrerait sur sa vie, on arrêterait de lui donner l'heure, on arrêterait de lui répondre, on arrêterait de le stalker, on arrêterait de regarder peut-être si il a regardé nos stories, on arrêterait peut-être d'y penser, on irait faire du sport, voilà. Plutôt que de t'attarder sur les critiques de tes collègues, plutôt que de t'attarder sur le doute que toi tu as par rapport à tes compétences, comme ça m'a été demandé plus haut, par rapport à tes compétences, par rapport à un travail, demande-toi en fait quel est le plus urgent là. Est-ce que c'est ce que racontent les autres de moi? Est-ce que c'est les barrières que essaient de me mettre les autres qui est le plus important? Ou ce n'est pas plutôt en fait mes compétences? Plutôt que de voir les affronts des autres comme quelque chose qui nous attaque, fais-les participer à ton travail, fais-les participer à tes décisions, inclus-les. Et peut-être que eux, en voyant qu'effectivement tu fais un pas positif vers eux, peut-être que eux, ils se décideraient aussi à faire un pas positif vers toi en arrêtant leurs conneries. Parce qu'ils vont se sentir écoutés, considérés et évalués de la meilleure manière. Parce que tu vas leur montrer l'exemple et que tu vas faire appel à leur empathie et à la cohésion professionnelle. Plutôt que de continuer de donner l'heure à tes traumas, à tes déceptions amoureuses, sois reconnaissante qu'en réalité, ces déceptions amoureuses t'ont permis d'apprendre déjà sur le fait que tu ne dois pas te bercer d'illusions, que tu ne dois pas te bercer juste dans les attentes que tu as par rapport à cette personne ou que tu as eues par rapport à cette personne, et que, en fait, déjà, ta déception amoureuse, elle est dans le passé. Parce que tu n'es pas en réalité en train de vivre et de revivre ta déception amoureuse si ce n'est juste que dans ta tête. Parce que toutes les souffrances que l'on s'inflige commencent toujours de manière mentale. Et c'est pour ça que je vous ai dit que si on a envie de se sortir de ces prisons mentales, c'est une décision personnelle, radicale, de s'élever au-dessus de celles-ci en les voyant dans un regard de gratitude et non pas dans un regard de souffrance et de désarroi aussi. Arrêtons de nourrir le négatif par le négatif. Arrêtons de confirmer le négatif de notre vie par l'acceptation de ce négatif-là. Transformons, transmutons en fait. Et c'est une décision d'ascension, c'est une décision de force aussi. Si tu sais et si tu te rappelles maintenant et pour toujours que toutes les épreuves ne sont toujours suivies que par des récompenses, malgré toutes les épreuves qui vont arriver, tu ne pourras plus sombrer, tu ne pourras plus rester coincé parce que tu sais déjà qu'après ta passion viendra ton ascension, qu'après ta tristesse viendra ton bonheur, qu'après ton désarroi viendra en fait ta sûreté, qu'après tes doutes viendront ta certitude. C'est une décision et c'est une réalité qu'il faut affirmer tous les jours.
Ce n'est pas juste parce que tu le vois chez quelqu'un que tu dois te le rappeler une seule fois. C'est quelque chose dont il faut se rappeler tous les jours de notre vie, à chaque instant, et surtout dans les moments de l'épreuve. Et c'est pour ça qu'il est important d'entraîner son mental, qu'il faut répéter et se le répéter tous les jours, que tout marche en ma faveur, parce que j'ai déjà gagné, j'ai déjà réussi, je suis déjà la meilleure version de moi-même, parce que je suis une décision quotidienne de m'élever et de toujours choisir le meilleur pour moi. Plutôt que de donner à manger à son animal, à ses démons, plutôt que de nous engager encore plus dans, dans, dans une, dans un apitoiement personnel, transformant ces démons personnels en force. Transformons ces démons personnels en force. Affrontons-les et arrêtons de les voir comme comme des entités, comme des pensées qui ont du pouvoir. Parce que le pouvoir qu'ils ont sur toi, c'est un pouvoir que tu leur accordes. Et c'est une décision personnelle qu'il faut que tu prennes pour t'élever, pour changer, pour améliorer ta vie. J'espère en tout cas que mon petit live d'aujourd'hui vous a aidé, vous aidera. N'hésitez pas à vous le rappeler tous les jours. Vous avez les affirmations positives. Vous avez sur YouTube tous les moyens pour vous permettre de vous élever. D'accord. Il faut maintenant peut-être entrer dans une pratique constante. À bon entendeur, salut.